Eh bien, de faire vivre cette démarche. Nous allons nous adresser aux forces politiques, sauf l'extrême droite, bien sûr. Nous allons nous adresser aux élus, pas seulement aux élus nationaux, parlementaires, mais aussi aux élus locaux, parce que c'est souvent une question importante, la défense des droits dans les collectivités locales. Nous allons nous adresser, le moment venu, aux candidats, à toutes les élections, car nous ne sommes pas monarchistes. Donc nous savons qu'il n'y a pas une seule élection en 2012, il y en a plusieurs. Et donc nous allons leur dire, voilà des propositions, il y en a des dizaines qui sont en train de monter sur un site que je vous invite à consulter, qui s'appelle www.pactecitoyen, en un seul mot, .org, pactecitoyen.org, c'est très simple. Vous allez voir qu'il y a des propositions de différentes associations et syndicats. Il y en a déjà une demi-douzaine qui en ont mis, et d'ici quelques semaines, les 49 en auront mis. Ces propositions, nous allons les porter, nous allons faire des débats partout sur le territoire. Nous allons inviter les forces politiques et les élus à discuter contradictoirement pour dire, voilà, nous prenons ça, ça nous prenons pas. Et tant mieux s'il y a du désaccord et s'il y a du débat, c'est ce que nous souhaitons. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que les citoyens de ce pays se déterminent sur autre chose que les aventures de tel et tel candidat à la candidature, les brushings des uns, les fonctions internationales des autres, et disons toutes ces choses passionnantes qui concernent l'avenir de 30 personnes et non pas l'avenir de 60 millions de citoyens. Voilà, l'enjeu, c'est que d'ici quelques mois, nous ayons un vrai débat irrigué et un vrai débat qui pose les questions de fond et qui ne laisse pas dévoyer le politique, parce que, encore une fois, nous avons deux adversaires. Nous, qui ne sommes pas partis. Notre premier adversaire, c'est le défaitisme. C'est-à-dire l'idée que, voilà, Tina, il n'y a rien d'autre à faire. On n'est pas content, mais on ne peut pas faire autrement. C'est faux et il faut le faire savoir. Et notre deuxième adversaire, c'est l'idée que finalement, quels que soient les gens au pouvoir, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des alternances, mais il n'y a pas d'alternative. Nous avons besoin de montrer que le politique peut servir à quelque chose et qu'on peut vraiment sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes enfoncés depuis tant d'années. Et de ce point de vue, nous sommes quand même optimistes. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Serge Colvelter, donc, qui va nous parler de citoyenneté de résidence. Je vais faire avec vous un petit tour sur l'évolution de la citoyenneté politique qui au départ était liée à la richesse, puis c'était une question de sexe, une question d'âge et finalement une question de résidence quelque peu grâce à Maastricht. Et au lieu de vous l'illustrer à l'exemple de 27 États membres, je vais le faire à l'exemple du Luxembourg dont je suis originaire. La citoyenneté, selon la richesse, c'était le droit censitaire. Il fallait avoir au moins certains revenus. Au Luxembourg, cela signifiait qu'il fallait au moins payer 30 francs d'impôts. Ce qui signifiait qu'en 1870, il y avait exactement 3% de la population qui pouvait voter. C'est aussi à dire que le Luxembourg n'était pas toujours riche, puisque en 1870, il n'y avait que 3% de personnes qui payaient des impôts. Cela s'est élargi lorsqu'on a donné le droit de vote aux femmes. C'était au Grand-Duché le cas 26 ans avant la France, en 1919, où on a donné, donc, le suffrage universel a été instauré, hommes et femmes, et alors on est passé à 56% de la population. Le droit de vote est obligatoire au Luxembourg comme en Belgique. Donc il n'y a pas besoin de s'inscrire sur les listes électorales, on y est en quelque sorte dès la sortie de la maternité. L'étape suivante, c'était l'abaissement de l'âge électoral de 21 à 18 ans. On est passé à ce moment-là à 75% des luxembourgeois. Faites bien attention à la dernière ligne, c'est-à-dire à ce moment-là 58% de la population totale. C'est ce pourcentage-là qui aura son importance lorsque nous parlerons de citoyenneté de résidence et de ce qui est de l'importance numérique. Le traité de Maastricht a instauré un principe, à savoir le même accès au droit de vote communal et européen pour les ressortissants d'un État membre que pour les nationaux. Il est bien limité aux seuls ressortissants d'un État membre, mais ce traité a prévu aussi des dérogations, et c'est notamment des dérogations pour le Luxembourg, ce n'est pas marqué en tant que tel, mais pour le pays qui a, l'État membre, pardon, qui a plus de 20% d'étrangers. Il n'y a que le Luxembourg qui entre dans ce cas de figure. Donc, venons-en à la citoyenneté de résidence et regardez les chiffres en 1994.
si à ce moment-là 80% des Luxembourgeois avaient le droit de vote, puisqu'il faut avoir l'âge de 18 ans, il n'y en a plus que 53% de la population totale. Ça va évoluer encore parce que le nombre d'étrangers augmente. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut encore utiliser le terme de suffrage universel si, comme pour les dernières élections l'année passée pour la Chambre des députés, il y avait encore 45,3% de la population qui est allée aux urnes. Je crois qu'il faudrait changer le terme de suffrage universel à ce moment-là. Vous voyez ici ces chiffres, vous voyez en bas que la population, que les électeurs restent plus ou moins stables, mais que la part des étrangers augmente fortement. Aujourd'hui, elle est de l'ordre de 42% des résidents sont donc des étrangers. Et ce graphe montre bien l'évolution du droit de vote. Vous avez en bas le pourcentage dans la population totale. La baisse est constante. Le suffrage universel fout le camp. Toute personne est porteuse de droits, c'est aussi la Charte européenne qui le dit, parce qu'elle ne réserve pas dignité, liberté, égalité, solidarité aux seuls citoyens de l'Union européenne. Donc il y a déjà toute une série de droits qui vont bien au-delà des ressortissants de l'Union européenne. La nationalité n'est pas non plus la seule source de droits. La résidence en est une autre, déjà aujourd'hui, que ce soit en matière sociale, syndicale, culturelle, politique. Même les sans-papiers peuvent faire valoir, dans le cadre d'une régularisation, une résidence pour sortir de leur situation. La résidence est aussi une condition dans la plupart des États membres pour l'accès à la nationalité. Donc, il y a aussi une prise en compte des résidents étrangers pour fixer le nombre de conseillers communaux. Je vais vous donner l'exemple de la ville où je suis, Luxembourgville. Il y a 66% de la population de la ville de Luxembourg sont des étrangers. Mais si on tenait compte des seuls électeurs, on n'aurait droit qu'à un tiers des membres du conseil communal. Il y en a 27 actuellement qui sont dus au fait qu'il y a une population étrangère luxembourgeois. Si, comme c'était au départ, si le nombre de conseillers municipaux était calculé selon la population des électeurs, il n'y aurait qu'un tiers de la ville n'aurait droit qu'à une dizaine de conseillers communaux au lieu de 27. La décision quant à l'affectation des moyens d'une commune, évidemment, là, les non-citoyens, je les appelle une fois de façon un peu provocative comme ça, parce qu'évidemment, ce sont des citoyens, mais qui n'ont pas les droits politiques, ne sont pas pris en compte non plus. Et pour terminer, j'ose pas dire que c'était la Tea Party, parce que c'est un peu connoté autrement aujourd'hui, mais c'est finalement ça. No taxation without representation. Ça, c'était le mot d'ordre de la Révolution américaine. Personne, on ne paye pas d'impôts si on n'a pas un mot à dire quant à l'affectation de ces mêmes impôts. Alors je vais terminer avec une petite carte pour voir où en Europe les ressortissants de pays tiers, les RPT, ont un droit de vote aux élections communales. Alors, en Irlande et en Slovénie, on a, en tant que citoyen d'un pays tiers, un droit de vote au niveau communal immédiatement, sans durée de résidence. Vous avez un certain nombre, notamment les pays nordiques, mais aussi le Benelux. Les citoyens d'un pays tiers ont un droit de vote communal après une certaine période de résidence. Au Luxembourg, il s'agit de 5 années dont il faut faire preuve. Il y a des pays, notamment les Ibériques, où cela se fait sur base de réciprocité.
notamment avec, je vais les appeler une fois comme ça, leurs anciennes colonies, disons le Portugal et le Brésil. Ça fonctionne sous base de réciprocité, c'est-à-dire les Brésiliens qui habitent au Portugal y ont le droit de vote au niveau communal. Et idem pour les Hispaniques en Espagne. Un peu plus clair en jaune, c'est la Tchéquie, parce que là, il existe aussi ce droit de réciprocité, mais c'est tout à fait théorique parce qu'il n'y a pas encore d'accord avec aucun autre pays, donc c'est de la pure théorie. Le Royaume-Uni, cela vaut pour les ressortissants du Commonwealth. Ils ont donc le droit de vote pour les élections communales au Royaume-Uni. Et on passe aux couleurs malheureusement largement partagées en Europe. Le mauve, pas de droit de vote ni chez vous, ni dans les autres États membres, à moins que je les ai évoqués. Mais en Suisse, il y a quelques cantons qui donnent le droit de vote à des ressortissants de pays tiers. Voilà. Merci. Donc vous l'aurez compris, moi je suis une élue locale toute nouvelle, mais je viens surtout du monde associatif, donc c'est important de faire un peu le parallèle entre le militantisme, qu'est-ce que ça veut dire être la citoyenneté de ce point de vue et en tant qu'élu. Et cette question, elle est, quand on pose cette question, surtout aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est surtout qu'est-ce que ça veut dire la citoyenneté aujourd'hui ? Parce que les pratiques anciennes, avec l'émergence de l'informatique, avec aujourd'hui la désobéissance civique, avec les réseaux comme le réseau d'éducation sans frontières ou d'autres réseaux, on se pose cette question. Et comme on le voit avec la Ligue des droits de l'homme, on sait bien que la démocratie est vraiment menacée partout et surtout en France aujourd'hui. Et comment faire pour faire participer tous les citoyens à la vie locale pour un élu local ? C'est la grande question. Parce que on ne peut pas dire qu'un mandat local, c'est juste un chèque en blanc, puisqu'on est obligé de rendre compte de ce qu'on fait tous les jours aux habitants d'une ville, par exemple. Et moi, je regarde au niveau de Montreuil, où je suis originaire, on essaye d'associer au maximum, et je suis d'accord que les résidents étrangers sont des citoyens à part entière, parce qu'ils militent dans les associations, parce qu'ils participent à la vie locale, et c'est le truc invraisemblable en France où ils ne peuvent pas voter aux élections locales, alors que c'est des citoyens de tous les jours, sauf aux élections. Donc c'est très important de voir de ce côté-là ce que la votation citoyenne, si ça peut faire avancer les choses de tous les partis politiques. Donc je ne pense pas que la droite voudra avancer de ce point de vue-là, mais c'est très important de montrer que les résidents étrangers sont aussi des citoyens et que la citoyenneté, ce n'est pas seulement avoir la nationalité française. Alors, et le truc le plus important, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire le vivre ensemble ? Si on considère que la citoyenneté est une composante du lien social, c'est de voir aussi comment mettre ensemble les gens qui n'ont pas la même culture pour discuter, débattre, et des gens qui ne sont pas des experts. Donc, c'est de ne pas dire oui, je ne vais pas aller à une réunion d'urbanisme de mon quartier parce que je ne vais rien comprendre, il n'y a que des experts. Et comment faire pour concilier tout ça ? Et aussi montrer que tous les citoyens sont égaux devant les droits. Donc je ne vais pas me redire que tu connais la nationalité ou pas, tous les citoyens sont égaux devant les droits. Et de voir, alors on parle beaucoup du recul de la représentativité, les gens ne vont pas voter, l'absentéisme encore aux élections régionales. On vient de vivre quand même avec le mouvement des retraites quelque chose de formidable. Alors du coup la question que je me pose, est-ce que les gens, ils ne vont pas voter, ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas du tout à la vie, ils ne s'intéressent pas à la citoyenneté. Je pense que non. Sauf qu'ils ne vont pas aller voter. Par contre, on a vu que tout le monde était dans la rue des jours et des jours pour défendre les droits.
pour dire, voilà, on est tous égaux, on ne va pas avoir des nantis qui ont des millions et d'autres qui vont voir leurs droits réduire à zéro, alors que tu as les banques, tu as les riches qui s'en mettent plein les poches et on ne fait rien pour. Donc je pense que ce n'est pas seulement parce qu'ils ne vont pas voter que les gens ils sont pas intéressés par ce qui se passe autour d'eux.